Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Mon invité ce soir vous est familier puisqu'il anime régulièrement la room des apprentis séducteurs. Mais ne vous fiez pas aux apparences, ce soir, il ne donnera pas d'astuces pour glisser dans les DM. On parlera de baby care et d'impact sur le monde pour les générations futures. Aujourd'hui, je reçois Luca Nannini. Bonsoir Lucas. Bonsoir Lola. Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Lucas, commençons par planter le décor si tu le veux bien. Tu nais en 1983 sous le signe du lion. Tu as des origines italiennes et algériennes. Ton papa décède lorsque tu as 5 ans, mais ton beau-père qui t'élève devient véritablement un père de substitution. Tu grandis à Évry-sur-Seine, en banlieue parisienne, dans un milieu très modeste où malgré tout tu ne manqueras jamais de rien. Lorsque l'on s'est rencontrés pour préparer l'interview, tu m'as dès le début raconté quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Tes 3 petites sœurs et toi étiez si bien protégés par ta maman que tu as longtemps cru que ta famille était très riche. Ouais, complètement. En fait, avec mes petites sœurs, on n'a jamais manqué de rien. On n'était pas riches, on était comme tous les potes autour de qui on évoluait et on grandissait. Mais c'est vrai que j'ai cru pendant de nombreuses années que mes parents étaient plus riches que la moyenne parce que régulièrement, en fait, j'entendais ma mère parler de découvertes. Étant donné que j'étais une personne qui était très visuelle, avec énormément d'imagination. J'allais souvent à l'école en disant en fait à mes potes que ma famille était super riche, qu'on avait un découvert de 7 000 francs ce mois-ci, un découvert de 5 000 francs ce mois-là. Et en fait, la façon dont je visualisais ça, je pensais que ma mère, littéralement, trouvait des trésors et des coffres qu'elle découvrait tous les mois. Et c'est pour ça qu'on était riche, jusqu'à ce que je me rends compte, en étant un peu plus grand, qu'en fait, c'était de l'argent qu'on n'avait pas, quoi. En cours, tu n'es pas du genre à faire l'école buissonnière, tu as trop peur de te prendre une gifle par ta maman. Et puis en fait, tu t'éclates, tu adores apprendre, tu es toujours le premier de ta classe. Très mature, tu te posais déjà plein de questions existentielles, voire philosophiques. Alors quel genre d'enfant tu étais, Lucas? Ouais, j'étais super assidu à l'école. Alors bon, moi j'ai grandi disons dans des endroits qui n'étaient pas forcément les plus gais dans le 94. Mais ma mère, elle nous tenait au carré, hein. Donc c'était, tu vas faire les choses dans la normalité, tu vas apprendre, tu vois, tes poésies. J'apprenais pas les poésies de façon normale, j'apprenais les poésies dans le sens standard. Et après, ma mère me faisait réciter les poésies à l'envers. Donc, je commençais par le dernier mot de la poésie jusqu'au premier mot de la poésie. Je séchais pas les cours. Pour moi, c'était le plus grand des crimes. Et donc, toute cette partie-là, c'est un peu ce qui a régi un petit peu ma façon d'étudier, ma façon de penser par rapport à tout ça et par rapport à ma mère, quoi. Oui, elle te pousse à réussir, elle est très exigeante. Et d'ailleurs, cette anecdote sur les poésies, c'est vraiment une façon hors norme de te faire apprendre tes leçons. Et puis à 13 ans, tu voulais faire de la politique. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié que je t'avais dit pas mal d'informations par rapport à ça. En fait, j'avais vraiment une conception, mais hyper naïve du monde. Et donc, c'est vrai que je me posais des questions, mais qui étaient un petit peu bizarres. Et en fait, j'avais pas vraiment. Donc, ma mère travaillait malgré qu'on soit 4 enfants. J'étais souvent avec mes petites sœurs, j'étais souvent devant la télé, j'étais souvent devant les informations. J'aimais beaucoup lire, je lisais beaucoup les journaux. Et c'est vrai qu'en fait, je me posais des questions sur des mécanismes qui étaient mais, hyper bizarres. Je voyais peut-être 13 ans, je voulais faire de la politique. Et pour moi, je me disais, ben voilà, si le principe pour être maire de ma ville, c'est d'avoir le plus de voix, étant donné que je suis sûr qu'avec tous ceux que je connais au collège, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, j'aurais forcément plus de voix que le maire actuel, obligé, je deviendrais maire, tu vois. Et c'était plusieurs concepts comme ça. J'avais également, je croyais beaucoup, enfin, je comprenais pas en fait pourquoi les gens se plaignaient, étant donné qu'on était régi par un système d'offre et de la demande. Et je me disais, ben vraiment, si c'est vraiment très cher tel ou tel abonnement de téléphone, pourquoi est-ce que les gens s'insurgent pas en fait et justement refusent cette demande pour redimensionner l'offre. Et ça, j'avais peut-être ouais, 14-15 ans. Et lorsque l'on vient d'un milieu modeste, la réussite, ça passe forcément par la réussite dans les études? Euh, Il y avait vraiment plusieurs modèles, hein. Une des choses qui était pas très évidente, j'essaie de me projeter un petit peu en arrière, c'est le fait qu'en fait, on voit pas à très long terme. Et donc, oui, la réussite, c'était important, mais faire de l'argent, c'était aussi extrêmement important. Et j'ai toujours, du coup,
de par mon enfance, une relation assez bizarre avec l'argent. Je voulais pas, et je m'en suis rendu compte que bien plus tard, je voulais pas avoir énormément d'argent pour avoir beaucoup d'argent. Je voulais avoir énormément d'argent pour ne pas avoir à en manquer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était très important. Et en fait, en discutant avec ma mère, c'était: «Bah, fais des études et tu pourras avoir de l'argent. Fais des études et tu pourras avoir ça». Parce que jusqu'à, bah, encore une fois, pendant une grande partie de mon enfance, dès que je voulais quelque chose, bah, ma mère était très maligne, en fait. Dès que je lui demandais de m'acheter quelque chose, elle savait que j'allais l'oublier le mois d'après, donc elle me disait: «Oui Lucas, t'inquiète, je te l'achète le mois prochain». Et donc, bah, le mois d'après, du coup, j'oubliais, tu vois? Donc je lui demandais quelque chose d'autre. Elle me disait: «Encore le mois prochain». Et c'est vraiment pour éviter d'avoir à dire, moi, en tout cas pour mes enfants, «Tu l'auras le mois prochain plutôt que maintenant», heu, que me défoncer à l'école et puis faire de l'argent a été un de mes gros drivers. Alors, on reparlera un peu de l'éducation et de l'importance qu'a l'éducation dans ton parcours. Tu passes un bac S et puis à ce moment-là, tu envisages d'être astronaute, mais tes profs t'en dissuadent. C'est un peu étonnant quand même. Ouais, bah, c'était un peu avant de passer le bac S. J'étais, justement en transition, pour aller au lycée, et tu as ces conseillères d'orientation. Et en fait, je l'entendais souvent dans les sketchs, mais c'est très vrai. On a énormément de conseillères de désorientation en réalité. Et il faut savoir que quand tu, planifies une carrière, surtout quand tu as, 15-16 ans, heu, bah, en fait, tu te projettes pour un boulot que tu auras 10 ans après. Et le problème de ces conseillers et de ces conseillères, c'est qu'on te donnait des informations et des options à un instant T, mais qui étaient complètement déconnectées de ce qui allait se passer, 10 ans après. Et pour moi, c'était très simple. Je veux être astronaute parce que tu es dans l'espace et que tu es complètement en apesanteur. C'est un métier que personne fait, c'est un métier que les gens admirent. J'avais besoin d'avoir déjà un métier qui pouvait susciter l'admiration. Et les profs et la conseillère d'orientation étaient: «Mais Lucas, oui, tu as beau avoir, les meilleures notes, tu as beau être le premier de la classe, mais pour faire ça, il faut faire, maths sup, maths spé. Pour faire ça, il faut faire, Polytechnique. Pour faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça». Et en fait, il me faisait comprendre que, bah, j'étais dans un collège à Valenton dans le 94 et que c'était pas forcément le plus simple. Je pense qu'il voulait faire ça pour me préserver, mais la réalité, c'est que ça m'a encore plus motivé, quoi. Moi, ce qui m'avait un peu déçu d'ailleurs, c'était le fait que ma mère également essaye également de m'en dissuader parce que voilà, elle avait pas fait d'études, donc pour elle, c'est vrai qu'il y avait aussi un élément de me préserver, que je sois pas trop déçu par la suite. T'es pris en prépa au lycée Marcelin Barthelot à Saint-Maur. Tu poursuis ensuite au lycée Jacques Amiot à Melun. En 2004, tu intègres le CPM, l'école européenne de chimie polymère et matériaux qui se situe à Strasbourg. Tu étudies les grandes molécules et le plastique. Quand on connaît ton parcours par la suite et ton combat contre le plastique, c'est assez étonnant. On se dit qu'il y a une erreur de casting là. Bon, c'est le moment où je vais un peu me révéler, vous dire un peu la vérité par rapport à mes choix. Donc en fait, très tôt, j'ai commencé à faire de l'argent, et de façon, complètement, légale. En fait, j'achetais des baskets aux US et je les revendais en France. Je donnais énormément de cours, donc dès que je finissais les cours, beh, j'allais donner des cours privés. Dès le début, déjà, j'appliquais tout ce qui était, tu vois, l'offre et la demande. Et si tu fournis un service de qualité, bah, du coup, tu fais payer plus. Et tu fais créer également ce FOMO. Je me souviens à un moment où je devais donner, des cours à une personne à Strasbourg. Elle m'a dit: «Ah, c'est trop cher pour c'est trop cher». Et je sentais que c'était pas trop cher pour le budget de la famille, mais c'était, voilà, un petit jeune et puis, le papa qui veut montrer à sa fille qu'il peut négocier un petit jeune. Au final, c'est pas passé. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait, cette notion de besoin et qu'en fait, tu adaptais ton offre par rapport aux besoins. Et donc pour revenir sur la partie de mes études et le choix de l'école, en fait, c'était très bizarre. Donc j'ai passé les concours pour l'X. Bon, bien sûr, je les ai pas eus. Déjà, j'étais, pas assez assidu, mais également, je pense que j'étais aussi pas assez intelligent. Ceux qui rentrent chez Polytechnique, ils ont vraiment une façon de penser qui est, à mon goût est grandiose. Et ça n'a pas servi à grand chose pour moi de passer toutes mes journées à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Mais, j'avais différents critères. L'école à Strasbourg était une des seules. Donc il y a 4-5 grandes écoles de chimie en France, et dont celle de Strasbourg. Et celle de Strasbourg était la seule qui permettait en fait d'apprendre des langues en français, anglais, allemand, très portée sur l'international. Et à l'époque, donc c'était 2003-2004, bah, les polymères et le plastique, c'était un peu le futur en fait. Tout ce qui était pétrochimie, on n'avait pas, vraiment ces grosses vagues sur, le green, le développement durable, et cetera. Et donc du coup, moi, j'étais toujours dans l'optique de me mettre sur des segments qui étaient porteurs sur le long terme. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça.
et en fait, j'aurais pu prendre, une école en physique sur, la thermodynamique et ça s'est joué sur un critère très simple. J'ai regardé le ratio homme-femme. Thermodynamique, c'était à peu près 70 de mecs, 30 de nanas. École de chimie, c'était 50-50 et donc j'ai décidé de faire une école de chimie, purement basée sur le ratio homme-femme. Et puis à la même époque, tu es frappé par la différence entre le reste des élèves et toi. Ils viennent certes de milieux plus aisés, mais ne sont pas street smart pour un sou. C'est là que tu commences à te rendre compte des dysfonctionnements de l'éducation nationale. Ouais, alors je regardais un documentaire il y a pas longtemps, c'est vrai qu'il y avait, en France, on est très fort pour le par cœur. En France, on est très fort pour réciter des choses, pour, faire ce qui a été fait avant. Là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage entre la plupart des élèves et moi et peut-être une ou 2 autres personnes, c'est que comme on venait pas des mêmes milieux, on n'avait pas les mêmes automatismes. Par exemple, l'appréhension du danger, le fait de se faire arnaquer, pouvoir négocier et cetera et qui sont des choses, en fait, de la vie de tous les jours et ce qui te permettent en fait de grandir et de développer une société. Tu vois? S'assurer qu'il y ait pas d'injustice, s'assurer qu'il y ait pas d'inégalité, tout ce qui était problème de vol et cetera, c'est des choses qui étaient, récurrentes et à la limite normales, chez moi, tu vois? Quand j'étais au collège, les gens venaient, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais ils venaient avec des marteaux au collège, ils venaient avec des bombes lacrymogènes, tous les jours et c'était pas vraiment, pour moi, c'était la norme alors que c'est pas vraiment ce qui était normal pour tous les adolescents et c'est vrai que dans cette école, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très gentils, très intelligents à l'école, mais dans des contextes, pratico-pratiques qui étaient complètement à la ramasse. Alors pas tous, mais une grande partie et je m'en suis vraiment rendu compte à ce niveau-là parce que j'étais entre guillemets, «parachuté» dans un environnement qui était plus l'environnement qui était celui que j'avais connu en région parisienne. T'as pas encore l'âme de l'entrepreneur. Pour changer le monde, tu choisis l'option des grands groupes. Tu fais un premier stage chez Dow Chemical, qui est le deuxième fabricant de produits chimiques au monde. Là encore, c'est assez étonnant comme choix parce qu'ils produisent du polyéthylène, du polypropylène, etc. Tous ces mots ultra compliqués. Et puis tu postules ensuite pour un stage chez Procter Gamble, qui possède de nombreuses marques. Tu y restes un peu plus d'un an. Puis dans le cadre de tes études, tu pars pour l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine. Alors qu'en France, tu avais été confronté au racisme, c'est là que tu découvres qu'à l'étranger, il y a une ouverture d'esprit différente. Ouais, c'est alors, tous les choix par rapport à l'éducation, encore une fois, ils étaient moi, je pensais qu'ils étaient pas vraiment drivés sur une mission de vie. Donc, déjà, tu l'as bien souligné. J'avais des éléments qui faisaient de moi un potentiel entrepreneur. Néanmoins, c'était pas du tout les règles qui régissaient un peu ce que je voulais faire et un peu ce qui allait me driver. Je voulais vraiment un peu rattraper ce que j'avais pas eu quand j'étais plus jeune, à savoir, l'argent et je voulais vraiment m'impliquer au max pour vraiment faire le maximum d'argent, de façon, très cash. Et en rétrospect, est-ce que ça m'a aidé? Ça m'a aidé sur certains aspects, oui. Sur des relations amicales, des relations familiales, des relations amoureuses, pas du tout. Ça m'a même, pas mal impacté par rapport à ça. Et donc du coup, toutes les décisions que je prenais, elles étaient très simples. Dow Chemicals, un des plus gros groupes, comme tu as dit, le deuxième plus gros groupe. Du coup, pour moi, bah, tiens, le top, il fallait y aller. L'Allemagne, c'était le pays qui payait le mieux quand tu étais un chimiste, il fallait y aller. Et c'était vraiment des décisions qui étaient prises comme ça. Pour Procter Gamble, je ne connaissais même pas Procter Gamble. Et en fait, la raison pour... Et donc, ce qui se passait, c'est que les grands groupes, Procter Gamble, L'Oréal, Shiseido, venaient dans les écoles et ils venaient en fait pitcher les étudiants des grandes écoles pour ensuite prendre un, deux, trois stagiaires. Et la raison pour laquelle j'ai postulé chez Procter Gamble, on m'a déjà dit, Lucas, ils ont Pringles chez eux et ils vont donner des Pringles à la fin de la présentation. Donc je me suis dit, bon, bah, trop bien, je vais avoir des Pringles gratuits. Et quand tu es étudiant, bah, y a tout qui est bon à prendre, que ce soit la lessive Ariel ou les Pringles, je me dis, bah, cash. Quand tu fais partie un peu de la vie étudiante, c'est quelque chose qui est super cool à avoir. Et la deuxième chose, on m'a dit, P&G n'a pas recruté depuis 5 ans. Et la dernière fois qu'ils ont recruté quelqu'un, c'était un Américain. Et pour moi, en soi, ça, c'était un challenge qui valait le coup, en fait, de postuler pour la boîte. Bon, après, il se trouve que je suis tombé amoureux de la boîte. Et comme tu le dis, c'est vrai que j'ai pas mal voyagé. Et là où je me suis pris vraiment un gros coup de boost, un gros coup de jus, c'est quand je suis allé en Allemagne, en fait. J'étais dans un appart avec un Croate, une Iranienne, une Turque. Et en fait, tu étais vraiment dans une sorte de melting pot qui était ultra bienveillant, pour reprendre les expressions de Clubhouse. Ça a été un stage de 2 mois que j'ai ensuite enchaîné sur un stage en Angleterre de 6 mois, puis ensuite en Chine, etc. Et c'est là où j'ai pris un peu l'envie d'explorer, de connaître les autres cultures, les autres façons de vivre. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on est vraiment trop con en France quand on en arrive à avoir des choses qui paraissaient être normales, mais qui étaient complètement aberrantes vis-à-vis des communautés, vis-à-vis du racisme, etc. Et à partir de ce moment-là, je suis plus revenu en France jusqu'à 2018. En 2008, tu pars pour le Japon, à l'université de Tokyo.
À ton retour en France, tu te retrouves face à un dilemme, accepter de partir pour Princeton et obtenir un PhD ou entrer chez Procter& Gamble. Quel pari tu prends et pourquoi? Ouais, bah, Tokyo, c'était exactement pour ça, en fait. Donc Tokyo, j'ai postulé pour, Tokyo quand j'étais, en Chine pour P&G et pareil, je me suis quand tu grandis, tu as vraiment 2 cultures, hein. Tu as la culture américaine avec tout ce qui est, les films, la musique, la mode et puis tu as la culture japonaise avec les jeux vidéo et les dessins animés et pareil, personne n'était jamais allé à Tokyo, je postulais pour des stages qui étaient mais pas rémunérés d'ailleurs. Et ce que j'avais fait, j'avais mis énormément d'argent de côté, enfin énormément, tout est relatif, hein. J'étais en stagiaire, payé 1 500 balles chez Procter& Gamble et j'avais mis tout ça de côté pour pouvoir ensuite aller, faire un stage, en fait, non rémunéré au Japon. Alors il se trouve qu'en se débrouillant bien, tu peux trouver 2-3 bourses, ce qui est sympa avec la France par rapport à ça et donc du coup, j'ai fait une partie de mon master, là-bas et l'autre chose aussi que je recommande pas de faire et je pense qu'il y a prescription, malheureusement, ma mère était la spécialiste du Photoshop et apparemment cette année-là, j'étais étudiant en licence de lettres ou quelque chose comme ça, simplement pour avoir une bourse supplémentaire et pouvoir en fait me payer, et me donner la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Donc voilà, donc j'ai fait ça et ça c'était mon passage au Japon. Et qu'est-ce que c'était l'autre partie? Tu te retrouves face à un dilemme, accepter de partir pour Oui, Princeton. exactement, ouais. Donc en fait, en partant donc j'étais à Londres avant, chez P&G, et avant d'aller en Chine puis au Japon, on me propose de faire une thèse, un PhD. Alors pour, la filière chimie, c'est une voie, standard et royale et donc chez P&G, il y avait, 2-3 talents qui étaient pris pour aller faire un PhD, sponsorisé en partie, là, dans l'université de Princeton, en fait. Et le dilemme pour moi, il était assez compliqué. C'est soit tu vas chez Princeton, tu reviens, tu dis j'ai fait Princeton, je suis docteur, j'ai un bac+8, ou soit tu intègres directement la squad de P&G, tu te dis bon bah je vais leur montrer que je peux être plus rapide, apprendre plus rapidement, grimper les échelons aussi rapidement que les PhD. Et au final, tu t'économises 3 ans pour avoir un salaire que tu aurais que 3 ans plus tard. J'ai pris la solution entre guillemets de facilité et la solution d'urgence qui a été en fait de dire non au PhD. Et encore aujourd'hui, je le regrette un peu, pour être honnête, parce que je pense que ça donne également une facette supplémentaire par rapport à la personne, par rapport à ce que je suis capable d'accomplir, etc. Mais bon, après, comme pas mal de gens l'ont fait, rien n'empêchera par la suite, quand j'aurai un peu de temps potentiellement, d'avoir un PhD sur une autre matière dans le futur. Et lorsque tu as 32 ans, tu donnes des cours d'innovation. Tu te rends compte que les profs sont tout simplement dépassés, que la plupart d'entre eux ne savent pas enseigner. Là, tu as un déclic. Tu te dis que ta mission, ton fil conducteur, ton cheval de bataille, ça va être l'éducation. Et puis combattre l'injustice, pas pour toi ni ceux de ta génération, mais pour les générations suivantes. Donc là, tu as deux solutions qui s'imposent à toi, où tu continues d'évoluer dans un groupe pour lequel tu travailles, ou tu crées un nouveau jeu avec de nouvelles règles de ton côté. Ouais, ouais, donc ça, c'était à Londres, en fait. J'habitais, en fait, à Barons Court, donc c'est à l'ouest de Londres, et c'est pas loin de l'Imperial College. Et on avait souvent, en fait, sur la part d'en dessous, alors c'est très commun de faire des colloques en Angleterre, on avait dans la part d'en dessous énormément de gens qui venaient de LSE, ou donc London School of Economics, ou à Imperial College. Et donc il y avait un des étudiants, en fait, qui galérait avec ses cours d'innovation, et je lui donnais des cours d'innovation qui étaient au niveau, je crois, peut-être bac+3, bac+4, à l'Impérial. Et un jour, j'ai vraiment pris un coup de sang et j'ai demandé le contact de la prof qui faisait ça. Et je lui ai dit, écoute, si ça te dérange pas, moi j'aimerais bien un peu contribuer à ces cours et avoir une sorte de trame parallèle des cours théoriques qui sont très bien. Mais le problème, c'est que les exemples que tu donnes, ce sont des exemples, alors soit de PNJ ou soit d'autres boîtes, mais d'il y a 5-10 ans. Et je me suis rendu compte que cette personne qui enseignait l'innovation n'avait en fait jamais travaillé dans une boîte. Donc elle avait étudié l'innovation, elle avait des très bons principes, elle avait très bien étudié tous ses cours, mais en termes de delivery, en termes de le fait de pouvoir se rapprocher à son expérience, il y avait rien. Et donc, on a commencé à faire des cours en tandem par rapport à ça, avec des interventions real life, où vraiment mon objectif et mon idée, c'était de démocratiser et de vulgariser au maximum des concepts ou des process d'innovation. C'est ce que j'ai commencé à faire, et c'est en fait, au final, je me suis rendu compte, ce que j'ai toujours en fait aimé faire. Pouvoir prendre des choses qui étaient très compliquées, de les simplifier sans forcément parler à des gens comme des abrutis, mais en fait, parler à des gens sur une façon de penser qui pourrait potentiellement mieux résonner avec ces personnes. On n'est pas toujours obligé d'utiliser des grands mots, on n'est pas toujours obligé d'utiliser des exemples qui sont pas du tout cohérents, mais pouvoir vraiment adapter un message et un concept complexe à une personne, ça c'est ce qui m'a motivé. Du coup, j'ai commencé à faire ça de plus en plus.
Et en fait, là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros changement, c'est que je progressais très rapidement chez Procter& Gamble. Donc dans les grands groupes, en général, vous avez des programmes d'accélération de talent. Donc je progressais très rapidement là-dessus. On m'envoyait dans différents pays pour gérer les différentes équipes d'innovation. Et je me suis dit: «Bon, bah, très bien, le jour où je serai CTO ou CEO de P&G». Et après je me suis dit: «Mais en fait, impossible. Plus tu montes les échelons, plus tu comprends la dynamique, d'entreprise, plus tu te rends compte que c'est tenu par, de la politique, par, des investisseurs, par des gens qui vont pas laisser leur siège au final». Et là je me dis: «Bah, soit je peux casser le jeu actuel en jouant et en étant meilleur que tout le monde, ou soit je peux en fait créer un jeu en parallèle avec des nouvelles règles». Et depuis ce jour-là, c'est là où j'ai commencé à tester l'entrepreneuriat, tester des projets. Donc j'avais lancé un projet, par exemple, qui permettait, d'ailleurs, qui est une boîte qui tourne toujours, qui permettait de trouver des influenceurs, mais en s'en foutant de leur nombre de followers. Simplement en regardant les connexions qu'ils avaient les uns avec les autres. Et c'était un système qui était pensé de façon complètement différente, mais surtout qui donnait davantage de pouvoir aux personnes qui n'avaient pas beaucoup de followers et qui pourraient être super pertinentes sur des niches, sur des thématiques ultra pointues. Donc ça, on a développé cette partie-là, ça s'est bien passé. Et puis ensuite, on est arrivé à le projet sur lequel maintenant je suis à 100%, voire 200% avec mon associé Nico, qui est Noléo, et en fait qui pour moi est devenu une trivialité dans le sens où on a eu des produits pour bébés, prochaine génération, des produits qui étaient bien plus proches en termes de la pyramide des besoins de l'homme, pyramide de Maslow, bien plus proche de la base, alors qu'avant je bossais dans le luxe. Et pour moi, l'ensemble des planètes et l'ensemble des pièces ont commencé à s'arranger, quoi. Pour que les gens comprennent bien, après Procter& Gamble, tu entres chez Coty, qui est l'une des plus grosses entreprises de beauté au monde, avec des marques comme Davidoff, Bourjois, Max Factor. Donc tu rentres dans l'univers du skincare et du parfum. Et quand Nicolas Chéry, qui est un de tes copains avec qui tu as fait tes études, vient d'avoir un bébé, il est affligé par les ingrédients présents dans les produits d'hygiène et les couches, et il te contacte. Alors t'as pas d'enfant, donc ton intérêt pour l'univers des bébés, il est immédiat? Non. Réponse très courte. Nico est un ami, donc moi j'étais par exemple témoin à son mariage aux US, etc., avec sa femme alors sa femme actuelle et ses deux enfants. Lui a grandi, enfin a fait en fait ses armes dans la finance, et moi j'ai fait mes armes dans le CPG, donc Procter et Coty. Et en fait pendant les vacances de Noël, il nous envoie un message à tout le groupe de personnes qui étaient en école de chimie. Il pète un plomb. Ouais, il dit voilà, moi j'ai ma première fille, je trouve rien. C'est hallucinant. Pourquoi il y a 50 000 ingrédients? Pour faire un savon, c'est pas compliqué. Il te faut un triol et un acide. Tu as besoin que de deux ingrédients. Pourquoi est-ce qu'il y en a 26 sur mes produits, etc., etc. Et cetera. Et donc il nous sort une grande rente et il voulait créer un savon. Je lui dis écoute, moi je veux bien te filer un coup de main sur deux, trois éléments, sur le design, sur le branding, sur le positionnement, etc. Mais voilà, fais attention à la compétition, etc., etc. Et cetera. Et en fait, on se rend compte que ces discussions évoluent, et lui-même, au niveau de, il transforme sa frustration en une évaluation un petit peu plus stratégique de ce qui devrait être fait. Il était en plein dans le changement des couches. Et c'est là où il s'est dit, non mais c'est pas possible, j'utilise des lingettes qui nettoient à peine et qui ensuite créent des rougeurs. Et donc j'utilise un produit qui me crée un autre problème pour que j'achète un autre produit. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et en fait, purement par coïncidence, sa cousine était pharmacienne et lui parlait en fait d'un produit qui est le liniment oléocalcaire. Donc beaucoup de parents en France connaissent ce produit. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, inventer un produit pour inventer un produit, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ça? Il y a un produit qui existe en France, qui a été prouvé, qui est bénéfique, qui répond aux besoins en fait de faire les choses mieux et plus simplement. Ben, pourquoi pas lancer notre marque de liniment aux US? Et en découvrant ce produit moi-même, je lui ai dit, mais écoute, Nico, moi je peux t'aider, mais pourquoi est-ce qu'on ne le lancerait pas ensemble? Il m'a dit, bah, écoute, bingo, j'attendais que tu me poses la question. Et on a commencé notre aventure le soir et le week-end d'abord, avant de se mettre à 100% là-dessus. En préparant l'interview, tu m'as expliqué que vous ne souhaitiez pas vraiment créer une marque au départ, vous vouliez avant tout créer une nouvelle approche à la consommation de nouveaux produits. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ouais, bah déjà à la base, on voulait créer des produits pour Nico et pour sa famille, ultra égoïste. Et non, en fait, on s'est rendu compte il y avait un problème qui était bien plus gros que ça. Et donc, pour vraiment revenir sur enfin, c'est vraiment en travaillant avec Nico tous les soirs et tous les week-ends pendant 2 ans. Et en fait, on s'était caché quelque chose, on voulait pas se l'avouer. On avait lancé une marque, on avait lancé un produit, mais en fait, ce qu'on voulait faire, c'était de construire le prochain P&G. Et on se l'était pas dit, parce que je pense que de son côté, ça aurait pu avoir un peu cette image un peu capitaliste, le mec qui est en banque d'affaires, qui veut faire les choses en grand, etc.
et puis Lucas qui est en fait partie des grands groupes et qui veut un peu faire un pied de nez aux grands groupes. Et en fait, c'était pas ça. En fait, on voulait vraiment avoir un impact énorme. Et il y a plusieurs façons de faire d'avoir des impacts. Soit tu es extrêmement smart et tu as le Nobel Prize sur comment guérir les cancers ou comment des chirurgies non invasives, etc. Et tu es le meilleur dans ton domaine, et nous, on ne l'est pas. Mais ce qu'on a, c'est notre dextérité, c'est notre envie, c'est notre énergie. Et on s'est dit, bah, écoute, si vraiment tu vas avoir de l'impact, bah, il faut que tu aies un poids. Si vraiment tu vas avoir du poids, bah, il ne faut pas que tu lances une marque, mais il faut que tu lances un groupe. Et du coup, on est vraiment venu sur cette quête de lancer une première marque, de la faire grossir au maximum, le plus gros et le plus rapidement possible, de décliner ces produits sur un ensemble de produits qui seraient meilleurs, pas que pour les enfants, mais également pour les familles en soi. Et puis on verra où ça nous mènera. Si on a les épaules, on l'emmènera sur un peu secouer un peu ce que les big boys font, comme Procter Gamble, Johnson Johnson, etc., qui en fait au final se prennent la monopolisation de toute l'industrie sur des produits qui sont tous les mêmes. Et nous, notre objectif, c'est pas forcément de gagner face à eux, c'est d'être assez gros pour vraiment pouvoir les secouer et que ces gros groupes eux aussi commencent à transitionner un peu plus rapidement sur des façons de concevoir, sur des façons de consommer, sur des façons de produire, bah, qui soient un petit peu plus clean, quoi. Et puis vos produits, vous ne pouvez pas les réfléchir de façon traditionnelle puisque votre cible principale, ce sont les bébés, que les bébés, évidemment, ne peuvent pas communiquer sur leurs besoins ni leurs attentes. Est-ce que tu réfléchis en termes de besoins fondamentaux? Ouais, et c'est exactement ça. Nous, on a vraiment ce concept de ce qu'on appelle les first principles, donc vraiment les principes fondamentaux. C'est vraiment basé sur des besoins et non pas sur des envies. C'est-à-dire que la plupart du temps, pardon, quand les produits sont développés, les gens vont t'exprimer une liste de choses qu'ils aimeraient avoir. J'aimerais bien que le produit soit rose, j'aimerais bien que le produit sente bon, j'aimerais bien que le produit soit onctueux, j'aimerais bien que le produit fasse ça. Et en fait, toute la partie du besoin fondamental ou du travail à faire du produit est toujours mis de côté. Et nous, on s'est dit, bah, écoute, on va vraiment prendre ça de façon complètement différente. Il y a une personne qui ne peut pas parler, qui a la peau la plus fragile. Et cette peau, bah, c'est la seule barrière qu'ils ont contre l'environnement extérieur. Et on va vraiment réfléchir au niveau d'un besoin humain plutôt qu'un désir d'une maman par rapport à un produit qu'elle utilisera, elle, soit, mais pour s'occuper de son bébé. Et donc ça, c'est un petit pari qu'on a pris par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le produit qui sent le meilleur, on n'a pas forcément le produit qui a la plus belle couleur, on n'a pas un produit qui est ultra blanc, un produit qui est légèrement jaune. Et si on avait vraiment une approche grand groupe, on aurait ajouté, bah, du dioxyde de titane pour l'éclaircir, on aurait ajouté des huiles essentielles, qui est la plus grosse connerie pour le nettoyage des parties intimes, pour que ça sente bon, et cetera. Et on a décidé d'avoir ce parti pris et de voir comment réagirait le marché. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de familles et de plus en plus de gens qui étaient vraiment à la recherche des choses qui étaient plus saines, plus simples et plus vraiment designées autour d'un besoin plutôt qu'une envie. Et pour le moment, ça se passe pas trop mal par rapport à ça. Justement, puisque tu en parles, c'est donc du baby care organique avec des ingrédients comme le yucca, l'huile d'olive, la cire d'abeille. La marque est eco-friendly, cruelty-free, sans fragrance et pas toxique évidemment. Votre baseline, c'est We stand against toxic and bullshit claim. Tu combats le greenwashing et le marketing bullshit. C'est un réel problème sur le marché du personal care. Ouais, c'est ouf. C'est ouf et malheureusement, on en est également un peu victime c'est dingue. En fait, il faut savoir que donc là, en ce moment, je fais beaucoup de rooms sur l'écologie, sur le développement durable, sur les ingrédients, parce qu'il y a en fait, il y a énormément de raccourcis intellectuels, de marques qui mettent en fait l'emphase sur des points qui sont pas les points les plus importants. Donc j'ai vu une marque il y a pas longtemps, donc une des anciennes marques d'un de mes groupes, une marque pour le soin solaire, les crèmes solaires, où la marque, donc traditionnellement, n'était pas une marque clean et green, mais qui a mis super fier d'avoir sorti notre nouvelle crème solaire clean et minimaliste. Et donc, du coup, je me dis, putain, c'est exceptionnel. Je sais que cette marque n'était pas connue pour ça. Donc, du coup, je suis allé sur le website, j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Sauf que c'était clean et minimaliste, petite étoile, par rapport à notre version de notre produit précédent. Et pour moi, c'est ultra aberrant. C'est-à-dire que on a des choses qui sont des améliorations par rapport à des produits qui étaient des produits de merde. Et donc, oui, on a de l'amélioration, mais on reste encore dans le camp du merdique. Et pour moi, c'est ça le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on prône le meilleur, mais on part pas sur des bases qui sont bonnes.
Et je pense qu'il y a un travail à faire vraiment, hein, de remise à zéro et de regarder tous les produits qu'on utilise et qu'on se dit: «Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien?» S'il est pas bien, soit on l'arrête, soit on l'améliore, mais il faut être super honnête et super transparent sur le fait que c'est une amélioration d'un produit. C'est loin d'être parfait, mais on essaye d'y tendre et on essaye d'y arriver. Et en fait, ce qui se passe énormément, en tout cas dans l'industrie du personal care, c'est que les gens célèbrent énormément l'amélioration, mais sont pas vraiment honnêtes sur le point final qui sera pas forcément un bon produit. J'ai eu un autre produit d'une marque, qui le vaut bien, qui a sorti un produit où ils ont mis l'accent sur, le packaging, carton, papier craft qui va dans la boîte aux lettres et cetera. Et en fait, j'ai posé une question très simple, avec mon petit style littéraire habituel: «Et au niveau des ingrédients, on est comment?» Et je sais que les gens ont vu ce message et j'ai interjecté du coup plusieurs personnes que je connaissais dans ce groupe qui le valait bien. Et j'ai eu zéro réponse par rapport à ça, parce que encore une fois, c'était l'arbre qui cachait la forêt. On voulait célébrer un peu ce petit carton, recyclé, qui d'ailleurs était une réduction des coûts pour la marque, pour cacher tout le travail qui était fait à côté au niveau des ingrédients, qui n'étaient pas du tout des ingrédients clean, quoi. Ouais, Et ça c'est reste ça très en fait nébuleux. ce mouvement général qui me saoule. Et bon, je pense que tu l'entends un peu, mais c'est ce qui commence vraiment à me casser les bonbons. Alors sur ton site, il y a une phrase que tu traduiras plus tard. Beginning with diaper care because a healthy life starts from birth. La sensibilisation à l'écologie commence dès le berceau. La stratégie de Noléo, c'est d'éduquer, de rééduquer les gens. Ouais, en fait, bon, c'est très dur de changer des habitudes pour un consommateur, hein. C'est-à-dire qu'une personne, et là on le voit très bien, si par exemple tu es, une maman ou un papa qui a utilisé par exemple des lingettes pendant 3 ans, tu leur, donnes un nouveau produit qui est, très sain, très bien pour leur bébé, malheureusement, et c'est pas quelque chose qui est négatif et contre ses parents. Ils ont formé une habitude, ça fait partie de leur lifestyle. Il y a tellement de choses à faire dans une vie de parent qu'ils ont aucun incentive et aucune énergie en fait à transférer sur une autre façon de nettoyer son bébé et cetera. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, et la raison pour laquelle on a voulu faire ça vraiment à partir du baby care, c'est qu'on arrive au moment qui va en fait dicter toute une vie. Il faut savoir qu'on est en fait d'office avec des ingrédients et des produits cancérigènes dans notre corps, dès la naissance. Et ça, on a une sorte de compteur de produits cancérigènes qui ne fait qu'augmenter au cours du temps. Alors, il y a plusieurs choses à faire par rapport à ça. Soit on essaye de réduire ce nombre avant que la personne naisse, et ça, on n'est pas capable de le faire, ou soit on s'assure que dès la naissance, on ralentit l'augmentation de ce nombre d'ingrédients cancérigènes dans le sang des enfants, puis des adultes, et qui se passeront également pour la génération d'après, etc., etc. Mais justement, tu parles des lingettes. 90% des lingettes sont faites de plastique. Ah ouais, alors il y a plusieurs choses par rapport à ça. Donc tout ce qui est vraiment contamination de ce qu'on fait, ça passe par 3 mécanismes, hein. Ce qu'on mange, ce qu'on respire et ce qu'on se met sur la peau. On n'est pas du tout expert agroalimentaire, on n'est pas expert dans la propreté de l'air. Et donc, du coup, on s'est vraiment investi sur la partie soin de la peau. Pour les lingettes, encore une fois, on arrive sur du greenwashing. Je vais te donner un exemple. Il y a beaucoup de lingettes aujourd'hui qui sont des lingettes, ce qu'on appelle en anglais flushable. Donc, flushable, c'est les gens pensent que je peux les mettre dans les toilettes. Et c'est OK de les mettre dans les toilettes. La réalité de la définition de flushable, donc flush, c'est la chasse d'eau, c'est que oui, physiquement parlant, si tu les mets dans tes toilettes et que tu tires la chasse, ça va pas bloquer tes tuyaux. Ça ne veut pas forcément dire néanmoins que ça ne va pas bloquer le reste des tuyaux et tout le système de canalisation de la ville et finir je ne sais où. Et en fait, c'est à cause de ce greenwashing que les gens se mettent de nouvelles idées, de nouvelles choses en tête, sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants. Il y a pas mal de lingettes qui ont été mises sur le marché en étant dégradables, mais qui se transformaient par exemple en microplastique. Et ça, c'est quelque chose qui est survenu il y a même pas 5 ans, alors que les lingettes ont bien 20 ans dans notre vie, tu vois. Et on a fait 15 ans d'habitude par rapport à ça, sur un produit qu'on pensait cool, pratique, pas forcément néfaste. Et quand tu as eu 15 ans d'utilisation d'un produit où tu t'es pas rendu compte que c'était pas bien, bah là, malheureusement, il y a une sorte de conditionnement, et c'est pour ça que c'est important pour nous d'arriver vraiment sur les générations un petit peu plus jeunes et de contrebalancer ça au niveau de l'éducation plutôt que de créer une nouvelle habitude pour les parents et les utilisateurs. Tu proposes même des cotton pads 100% biodégradables. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai pas d'enfants, mais je trouve qu'ils ont l'air bien petits, tes pads. En cas de grosse commission, il n'y a pas un risque de s'en mettre plein les doigts? Ouais, t'as raison. Alors, t'as aujourd'hui, alors,
deux éléments par rapport à ça. On a fait plusieurs tailles de cotton pads, justement parce que tu veux pas finir d'essuyer la couche avec tes doigts. Donc on a fait, je pense qu'on doit avoir les plus gros cotton pads maintenant sur le marché, justement designés autour de la taille d'une main adulte, etc. Et pour nous, ces cotton pads, c'est pas la solution. On nous a souvent fait la remarque, pourquoi est-ce que vous n'avez pas, par exemple, des carrés de coton ou des lingettes lavables? Et on a beaucoup de familles qui font ça aux US. Il y a beaucoup de familles également qui utilisent des couches lavables. Néanmoins, notre objectif à nous, c'était de proposer une amélioration par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui. Et ce qui se faisait aujourd'hui, c'était des lingettes, produits chimiques, pas biodégradables. Et donc, on a voulu donner cette amélioration, cette solution. Si cette solution devient obsolète et quelque chose de mieux est créé et mis sur le marché, très bien. Mais on voulait avoir également quelque chose dans l'immédiat pour vraiment pouvoir un peu shifter l'ensemble de ces gens des lingettes vers quelque chose qui soit un peu mieux, quoi. Mais alors, quand on est jeune parent, un peu dépassé par les événements, quels tips tu donnerais? Comment est-ce qu'on reconnaît un produit safe, un bon produit pour son bébé? Ouais, bonne question. Si tu as plus de 10 ingrédients, c'est qu'il y a un problème en fait. Et on a regardé pas mal de catégories, que ce soit les déodorants, que ce soit les savons, que ce soit les shampoings, les dentifrices, les crèmes solaires, etc. Et si tu as plus que... nous, on essaie de faire des produits avec moins de 5 ingrédients. Mais si tu as plus que 10 ingrédients, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu as des ingrédients qui sont là en gros pour remplir ta bouteille et qui n'ont pas de fonctionnalité. Tu sais, je vais te donner un exemple tout bête. Il y a une grosse tendance sur l'utilisation des packagings transparents parce que c'est plus cool et tu peux voir le produit. Puis les gens se sont dit, ben, comme on peut voir le produit, autant que le produit soit beau. Donc on t'a fait des produits translucides, violets, avec des packs transparents. Comme tu as un pack transparent, c'est susceptible au rayon du soleil, bon bah tiens, on va rajouter un filtre anti-UV. En fait, ça a été la course aux ingrédients pour donner des bénéfices qui étaient pas vraiment, qui répondaient pas vraiment aux besoins initial. Et plus tu rajoutais des ingrédients euh, que tu voulais compatibles avec le reste, ben, plus tu devais avoir d'autres ingrédients pour surenchérir, etc. Et en fait, on est arrivé sur une situation Frankenstein par rapport à ça. Donc, moins de 10 ingrédients, ça c'est la base. La plupart du temps, il y a pas mal de produits qui sont faits avec des ingrédients qu'on reconnaît assez souvent, très bien. Il y a aussi pas mal d'apps, en fait, de plus en plus qui commencent à se démocratiser, justement pour aider les parents et les utilisateurs par rapport au fait qu'un produit est clean ou non, quoi. Et puis j'ai un peu fait mes devoirs en préparant l'interview. Les couches sont malheureusement souvent constituées d'ingrédients issus de la pétrochimie, avec des fragrances et même des perturbateurs endocriniens qui peuvent par exemple provoquer l'absence d'un ou deux testicules chez les bébés. Est-ce que l'univers du bébé a été touché ou est touché par les mêmes polémiques que l'univers de l'hygiène féminine? Ah, complètement, et ça remonte d'ailleurs avant même ces couches, hein. Toute la tous les problèmes avec ce qui s'est passé avec, Johnson & Johnson et le talc et les marques les traces d'asbestos ou d'amiante, et cetera. Ce qui se passait avec, Téflon et toutes les contaminations des nappes phréatiques aux US, et cetera, sur des produits, en fait, qui étaient des produits standards et qui étaient des produits cool, gérés par des grands groupes, et ils ont fait un peu n'importe quoi. Mais tu as complètement raison, que ce soit les couches où on le voit beaucoup, les lingettes, les pads, les tampons, il y a énormément de choses qui ressortent par rapport à ça. Il y a énormément de merde. Nous, de notre côté, on ne pourra pas tout fixer. Si on avait une baguette magique, on aimerait bien que tout soit fait maintenant et tout le temps. Néanmoins, on commence à voir qu'il y a des réseaux un peu d'entreprises, de boîtes. Nous, on est très dans le partage et dans la collaboration, et on pense que ce sera une victoire commune. On n'est pas du tout en compétition avec les autres marques, donc on essaie de faire des partenariats avec des marques qui réinventent la façon dont le papier toilette est fait, des marques dont la façon dont les couches jetables sont faites, etc., etc. Et cetera. Et je pense qu'il y aura un peu un travail communautaire. Et bien qu'on ne soit pas des grosses boîtes de façon individuelle, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien marcher, pour lequel on aura vraiment de l'amplitude et de la taille, en justement sous forme de collaboration sur différentes activités et différentes verticales spécifiques et individualisées. Mais alors, ce serait quoi la couche idéale? Ce serait avec des granules comme pour les litières pour chat, avec non, mais avec de l'algue. Non, Enfin, je j'y me connais pas bien, prononcerai pas mais là-dessus parce que je suis pas du tout ouais. expert, je suis pas du tout expert là-dessus, mais je pense que sur les couches par rapport à ça, il y a eu un gros combat sur la performance en fait. Et ce qu'on commence à voir, c'est que ben, les gens commencent à accepter un petit peu moins de performance
pour un petit peu plus d'éthique et un petit peu plus de développement durable, etc. Par Et je pense performance, qu'en tu fait, entends ce que contient la couche, c'est ça? ouais, performance, il faut que ce soit 99,9% sec, il faut que sur 15 000 nuits de sommeil, il n'y ait aucune fuite. Et je pense que les gens sont prêts à accepter un petit peu moins de performance pour beaucoup plus d'humanité sur les produits qu'ils utilisent, en fait. Et je pense que ce sera ça pour moi, en tout cas la direction sur laquelle on essaie d'amener, c'est que tu peux faire tellement de belles choses si tu es capable de retirer un faible pourcentage de confort ou de performance sur les produits que tu utilises, quoi. Plusieurs de mes invités ont véritablement insisté sur l'importance de la transparence aujourd'hui au sein des entreprises. C'est aussi ton cheval de bataille? Ben, avec Nico, on est déjà faire des rooms comme ça où on est, tu vois, no BS. Nous, ça fait partie des activités qu'on fait. Dès qu'on, toute la transparence pour nous, on doit vraiment l'avoir de A à Z. Et c'est pas que le produit, hein, c'est quand on parle à des consommateurs, par exemple, c'est quand on fait nos rapports annuels, chose que très peu de boîtes en France font, mais on est vraiment super transparent sur ce qu'on a réussi à accomplir, sur ce qui nous reste à accomplir, sur ce qu'on n'a pas bien fait. Par exemple, notre flacon est en plastique aujourd'hui parce qu'on n'a pas de meilleure solution, alors qu'il soit abordable, ou soit qu'il puisse en fait être compatible avec le système de recyclage aux US, qui est très différent de ce qui se passe en France, et aussi parce qu'un système, par exemple, d'utilisation d'un produit, nettoyage, remplissage, un système de consigne comme on peut le voir aux US, on aimerait bien que ça se démocratise et ça n'existe pas encore aux US. Donc il y a des choses où on sait qu'on n'est pas parfait, mais des choses sur lesquelles on travaille. Et nous, on a des exemples de transparence. On parle directement avec nos consommateurs, avec Nico, au maximum. Donc là, on a intégré un système pour avoir toutes les plaintes, les messages consommateurs en direct chez nous. Même si on a un community manager maintenant, on répond à toutes ces questions en direct. Ça permet de rassurer les gens, ça permet de les aider parce que t'es jeune parent, tu as 5 milliards de trucs à traiter en même temps. Et une des autres choses aussi qu'on a fait, et ça a été un choix délibéré, et on pense qu'on en aura davantage par rapport à ça, c'est le fait d'avoir mis les ingrédients sur le devant du packaging. Tu vois. Donc, on est tellement fiers de notre formule, de ce qu'on met dedans, qu'on ne s'est pas pris la tête. On a 5 ingrédients, ils sont tous sur le devant du packaging. Et d'ailleurs, on a même eu des consommateurs et des consommatrices qui nous ont, en retournant le packaging, nous ont dit: Ah, mais attends, mais c'est bien tous les ingrédients que vous avez, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as une marque qui va dire: Voilà, on est à l'huile d'argan. Tu retournes le packaging, c'est huile d'argan qui est mis tout en bas de la liste parce qu'il y en a 0,01% et 46 autres ingrédients qui sont complètement inutiles. Et pour nous, on veut vraiment travailler sur cette transparence, sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on utilise et puis sur tout ce qu'on vend à nos consommateurs. Je vais rappeler aux gens qui nous écoutent que dans quelques instants, ils pourront monter on stage pour te poser des questions. On finit juste notre petit entretien. Le mouvement de la clean beauty, qui avant été une niche, est devenu véritablement viral depuis 2-3 ans. Comment est-ce que tu expliques cet engouement, Lucas? Je réfléchis. Ah, C'est une question qui n'est pas évidente. Non, mais il y a plusieurs choses. Je pense que ça a été un peu une tendance qui a été. Alors, je pense que ça existe depuis très longtemps, hein. Moi, j'ai commencé chez Procter Gamble en 2008. Et en 2008, j'étais déjà en charge de voir comment est-ce qu'on pouvait retravailler le système du recyclage en Europe pour les shampoings. Donc, c'est quelque chose qui est pas tout nouveau. Et je pense que ça a été mis en second plan par les grands groupes pendant de nombreuses années parce qu'ils n'y voyaient pas un avantage, économique. Et surtout, ils ne voyaient pas vraiment une menace par rapport à ces petits indie brands. Les indie brands sont vraiment revenus en force il y a à peu près 5 ans et là ont tout explosé il y a 2-3 ans et on commence à prendre des parts de marché. C'est là où les grands groupes ont commencé à mettre le pied à l'étrier et à lancer ce type de produit. Certains en greenwashing, mais d'autres sont des produits qui sont en fait assez corrects. Et je pense que ça a créé en fait un effet d'accélération qui a justement permis enfin de voir en beauty ce qu'on a vu dans la food il y a 5-10 ans, quoi. Donc, les mêmes phénomènes qu'on avait vus avant, on commence à les voir maintenant sur la clean beauty. J'espère que la clean beauty va être, ou les produits de beauté sains vont être tellement démocratisés qu'on va ensuite pouvoir avoir des produits sains et plus abordables. Voilà, mais ça, c'est juste une histoire de temps, à mon avis. puis ce revirement est notamment porté par les millennials, la génération Z, donc ça va Alors, on en, forcément on en évoluer. revient, on en revient à cette partie éducation et c'est vrai qu'on va le voir aussi bien dans les produits qu'on utilise. Et moi, j'en suis intimement convaincu et je pense qu'on va être une génération sacrifiée malheureusement. Ou en tout cas, moi, c'est le combat que je mène par rapport à ça. Être un peu moins selfish pour notre génération, investir davantage pour les plus jeunes, pour que dans 10 ans, ben, en fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire, nous, sur les produits, sur
la justice ou l'injustice, pardon, le racisme, le sexisme, etc., qu'on arrive un peu à régler tout ça. Euh, et pour moi, ça passera. On aura un meilleur retour sur investissement, pour prendre des termes un peu d'entrepreneur, si vraiment on a un programme d'éducation sur la partie éthique, sociale, sur les générations les plus jeunes, et qui ensuite sera infusé dans 5, 10, 15 ans partout dans la société, quoi. Bon, les marques s'y mettent quand même de plus en plus. Est-ce que selon toi, c'est du marketing ou elles n'ont vraiment plus le choix? Ben, les personnes dans les grands groupes sont également des personnes qui sont de plus en plus des personnes qui ont également envie de faire un changement, hein. Et on le voit de plus en plus. Et je pense que plus les personnes vont commencer à parler, à s'exprimer, plus on va avoir une sorte d'effet domino, en tout cas au sein des grands groupes, mais également au sein des petites structures. On le voit beaucoup. Il y a énormément de gens qui refusent maintenant de travailler, par exemple, dans les grands groupes, et préfèrent monter leur petite structure ou être en freelance, etc. Ça, pour moi, c'est une première démonstration de mais le système, c'est pas le système qui est le plus optimisé, et du coup, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Donc on le voit, et je pense que c'est aussi en effet en partie dynamisé par les millennials. Ouais. Et toi, en tant que consommateur, t'es regardant sur les produits que tu utilises? Non. Lucas? Ah, j'étais en mute. Ah oui. Euh, je le fais un peu plus qu'avant, mais pour être honnête, comme je disais, quand tu as été entre guillemets conditionné pendant 10, 15, bon, moi j'ai 37 ans, quand tu as été conditionné pendant tellement d'années, tu peux faire un changement, c'est déjà un pas vers l'avant. Tu pourras pas faire un 180. Et donc, du coup, c'est pour ça que plutôt que de m'efforcer à moi faire un changement, je vais déjà limiter les dégâts que je fais par rapport à ça. Des choses toutes bêtes, mais je mange moins de viande, je consomme pas en termes de shopping autant que ce que je faisais avant, mais surtout, je m'assure qu'il y a également des principes et des concepts qui soient communiqués, comme je le disais, aux générations à venir. Donc je fais ma part, je pense pas que je sois un exemple, pas du tout, mais je fais ma part, et je fais un peu jusqu'aux limites que je suis prêt à accepter en réalité. Alors, on sait que les États-Unis, en termes d'écologie, d'éco-responsabilité, sont beaucoup plus en retard qu'en Europe. Pourquoi avoir lancé Noléo là-bas? Ben, comme je disais déjà à la base, c'était vraiment une marque pour avoir des produits pour les filles de Nico, qui était basée aux US, qui était basée à Chicago à l'époque. Et puis, vraiment, pour avoir un impact, il faut vraiment que ce soit gros. Et le marché US, c'est à peu près 9 fois le marché de la France. Si vraiment tu vas avoir quelque chose qui est impactant, ben autant faire ça, en fait, le commencer sur un gros marché. Et on l'a vu sur pas mal de business, hein. Il y a pas mal de gens qui commencent en France et qui ensuite ont du mal à scale sur d'autres pays. Et pour être dans un gros pays, c'est très simple, c'est les US, c'est peut-être le Brésil, c'est la Chine, ou alors si ça avait été vraiment un continent unifié, ça aurait pu être l'Europe. Mais l'Europe aujourd'hui est tellement fragmentée que tu peux pas en fait avoir un gros lancement sur ce marché-là. Et donc du coup, on a décidé d'être aux US. On nous fait pas mal de demandes pour aller sur d'autres pays, mais on préfère utiliser le boulevard qu'on a en ce moment aux US, grossir au maximum, avoir davantage de visibilité et utiliser cette visibilité pour le convertir en éducation, et cette éducation, ensuite, la faire rayonner sur d'autres pays par la suite, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Et puis on a parlé de sécurité, de transparence, d'environnement. Il y a autre chose que Noléo fait et que je trouve vraiment unique, c'est la partie give back. Explique-nous. Ouais, déjà, on a pas mal de choses qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant, parce que tu peux vraiment faire un win-win, économie, consommateur et entreprise, un win-win-win. Un truc tout bête, on voit tout le monde qui fait des copier-coller des abonnements où tu achètes un produit, tu le reçois tous les mois. Le problème, c'est que ça veut dire que tu envoies aussi un petit produit tous les mois. Donc, toi, ça te coûte plus d'argent en termes de marque. Pour les consommateurs, tu peux pas vraiment leur faire passer beaucoup d'économies. Et puis pour l'environnement, c'est lamentable, parce que tu es là à envoyer des produits tous les 30 jours. Donc nous, par rapport à ça, on a déjà voulu penser et démontrer le fait que tu puisses être euh, mieux en termes économiques, faire passer une partie de ce saving ou de cette économie au consommateur, et plutôt que de faire un envoi tous les mois, donc du coup 3 envois sur 3 mois, ben, tu n'en fais qu'un tous les 3 mois par exemple. Et sur la partie give back, on a décidé de le faire. Alors il y a pas mal de boîtes qui le font vraiment pour avoir plus de business, en gros, qui est de se dire, bon ben voilà, tu as un pourcentage de tes ventes que tu vas donner à telle ou telle association. Nous, on le fait aussi, mais on le fait parce qu'en tout cas, sont des associations, pardon, qui nous tiennent énormément aux tripes. C'est National Pediatric Cancer Association, donc traitement des cancers pour les enfants, en fait. C'est
baby to baby pour des personnes qui sont ou des parents qui ont même pas assez d'argent pour acheter des couches et des lingettes. Ça rend ouf. Et la troisième, c'est Ocean Cleanup, qui est un peu pour enlever toute la partie plastique dans les océans. Et ça, on le fait pas forcément pour mieux se sentir, mais parce que je pense que toutes les entreprises qui se montent aujourd'hui doivent avoir au sein de leur modèle, en plus de leurs convictions et de leur mission propre et personnelle, au sein de leur modèle, doivent factoriser au niveau de leur modèle économique quelque chose qui soit en fait un give back par rapport à l'environnement et un give back par rapport à la communauté. Donc, d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on passera en B Corp cette année. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de pouvoir créer un lieu de travail où les gens se sentent bien, des produits qui font du bien. Et pour nous, c'est pas du tout, c'est pas obligé d'être dissocié en fait, d'avoir un business qui fasse de l'argent et que ce soit pas forcément une œuvre caritative. Pour moi, les deux peuvent parfaitement coexister. Notre entretien touche à sa fin. Lucas, j'ai encore 2 petites questions à te poser. Donc, Oui, bien sûr. on va proposer aux personnes qui sont dans l'audience de lever d'ores et déjà la main pour qu'ils puissent nous rejoindre on stage s'ils ont des questions à te poser. N'hésitez pas. Noléo, ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est que c'est un blog où tu ne donnes pas que des conseils pour le bébé, mais aussi pour les parents, comme comment allier vie de famille et carrière, comment nouer des liens avec son bébé quand on est un papa. C'est nouveau, c'est un moyen d'être en lien direct avec ses clients, de créer une communauté. Ouais, en fait, c'est là où on a vu qu'il y avait déjà un gros problème, même en termes de communication, hein. Tu vois, tu parlais des papas, par exemple, un truc tout bête. Toutes les communications aujourd'hui sont orientées vers les mamans. Alors, c'est très simple, hein, la façon dont la publicité et le marketing est fait aujourd'hui, c'est encore une fois cette notion de retour sur investissement. La majorité des personnes qui achètent nos produits aujourd'hui sont des femmes, du coup, il va falloir le marketer pour des femmes. Et pour nous, c'est complètement aberrant. Les pères font également partie du foyer. Les pères changent également les couches. Et on ne peut pas se plaindre qu'une partie des pères ne soient pas vraiment impliqués dans le foyer si on ne leur parle pas comme il le faut et on ne leur donne même pas la possibilité de s'impliquer au niveau de la communication, du produit, etc. Et donc, on essaie vraiment d'alimenter cette partie communauté parce qu'on se rend compte qu'il y a cette expression qui est de dire qu'on a vraiment besoin de tout un village pour élever un enfant. Et c'est un peu ce qu'on essaie de reconstruire en réalité. Et quelle est la prochaine étape pour Noléo? Bon, la prochaine étape, déjà, c'est s'assurer qu'on ne... s'assurer qu'on... Comment on dit en... Oh, putain, c'est chiant de dire ça, comment on dit en français. En fait, on a un très grand groupe d'investisseurs et de business angels qui nous ont fait confiance et voilà, et s'assurer qu'on ne déçoive pas nos investisseurs. Je vois Damien d'ailleurs ici dans les Followed by the Speaker. Merci beaucoup Damien pour ta confiance. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que les investissements qu'on a reçus et le soutien qu'on a eu pour faire grossir Noléo, ça nous permet de sortir de l'eau hyper rapidement, qu'on arrive vraiment à se positionner et puis qu'on arrive à offrir ça un maximum de parents. Si on arrive à finir l'année sur les targets qu'on s'est donnés, pour nous, ça nous permettra d'avoir un peu cet effet boule de neige par la suite. Et puis après, adviendra ce qui adviendra, quoi. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, et c'est très important de le dire. On le sait, souvent lorsque l'on veut de la qualité, il faut y mettre le prix. Chez Noléo, votre ligne de conduite, c'est de proposer des produits abordables. Everyone deserves personal care products that are safe and affordable. Ouais, ça c'est dingue aux US, hein. Pour donner un exemple, tu payes du lait organique 4 fois plus cher que du lait normal aux US. Alors je dis pas que boire du lait c'est bien ou pas bien, mais enfin du lait de vache, mais pour moi tu peux pas, quand une boîte peut se permettre de faire des produits moins chers pour la population, tu peux pas être drivé que par ce qu'on appelle la grosse margin en fait. Donc pour nous, on est plus cher qu'un produit type liniment qu'on trouverait en France, mais on n'est pas hors de prix. Et justement, on a mis pas mal de choses en termes d'abonnement, d'achat en groupe, quelque chose qui est aussi assez nouveau dans le direct to consumer, tu peux acheter en groupe. On a fait des grandes tailles, etc., justement pour permettre d'avoir des produits qui soient de plus en plus abordables. Et ça reste d'ailleurs dans notre roadmap produit. Donc, dans les années à venir, quand on va grandir, quand on va aller peut-être dans des chaînes de magasins, permettre de justement pouvoir continuer à tirer les prix vers le bas pour permettre d'avoir plus de familles, donner accès à ce type de produit à plus de familles. Et pour la petite anecdote, on a lancé des produits. Donc, on a lancé justement ces cotons qui est un produit annexe des cotons organiques jetables, qui sont au même prix, voire moins chers
que leur équivalent non organique de la plus grosse marque aux US. Et ça, on l'a fait de façon délibérée. Nous, notre produit, le hero product, c'est notre lotion, notre crème. Et on voulait également pouvoir donner justement la possibilité d'avoir des cotons qui soient organiques, de meilleure qualité, plus sains, sans forcément les mettre plus cher que des produits non organiques, si on pouvait se permettre de les avoir à ce prix-là. Mais pour nous, c'est super important. En anglais, on dit on veut pas que les parents soient priced out. C'est-à-dire que tu te fais exclure d'un produit ou d'une boîte à cause d'un prix. Pour nous, c'est pas normal, tu vois. Donc, on travaille beaucoup là-dessus aussi. Puis on pouvait pas terminer cet entretien sans parler de ton look. T'es un fanatique de basket, de couleurs de cheveux multicolores. Et en plus de tout ce qu'on s'est dit ce soir, un autre de tes combats, c'est la première impression et l'apparence dans l'univers du business. Ouais, et ça, je pense que un des héritages, c'est... j'ai pas envie de finir sur une note négative, mais le racisme, en fait, c'est quelque chose qui est énorme en France. Et les gens ne le voient pas forcément, mais j'en parlais d'ailleurs ce matin avec une des personnes qui a géré tous nos programmes d'investissement. Et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans différents cercles de personnes, aussi bien des personnes qui sont ultra fortunées, des personnes beaucoup moins fortunées, des personnes qui sont de souche dans tel et tel pays, ou des personnes qui sont plutôt au profil d'immigrés, etc. Et pour moi, la première impression, c'est quelque chose qui est un gros problème en France, et d'ailleurs partout dans le monde. On le voit également aux US, et pour moi, c'était limite un pied de nez. C'est-à-dire que j'ai été promu dans les grands groupes plus rapidement que mes pairs. Je suis toujours venu avec des hoodies, je suis toujours venu avec des Jordan, je suis toujours venu en ayant sur mon contrat une clause qui me disait que j'avais pas de dress code associé. Et pour moi, c'est un petit peu une sorte d'exercice de rébellion par rapport à cette première image. Alors ça peut aller dans les deux sens. Si tu te plantes, tu te plantes grave, parce qu'on dira tu as voulu faire le malin, et voilà ce qu'il en est. Mais ça me permettait également de faire, de travailler 3 fois plus, parce que j'avais pas le droit à l'erreur, et de leur montrer en fait, et d'encourager les gens à aller au-delà de la première impression, et vraiment de regarder la personne qu'il y avait derrière, quoi. Et je pense que ce look avec ses cheveux ont mis un peu l'exercice de soutien que j'ai envie d'avoir par rapport à ma petite sœur et la communauté gay. C'est aussi le fait de se dire, oui, j'ai des cheveux verts, oui, j'ai des cheveux blancs, oui, j'ai des cheveux roses, mais t'inquiète pas, quand on parle de business, regarde un peu l'output du business. Merci beaucoup Lucas. Merci à tous d'avoir été présents. Retrouvez toute l'actualité des rooms de Lucas sur son profil. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez. La richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste à côté de la petite maison verte au-dessus de nos têtes que ça se passe. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h15, on parlera de radio et de drapeau arc-en-ciel avec Damien Arnaud. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Merci Lola, bonne soirée à tous, au revoir.